Alors on démarre la formation à la mise en page avec Adobe InDesign. Donc on va commencer par une méthode de création de documents qui est particulièrement adaptée pour faire des documents genre rapport d'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle les documents en flux continu. Alors ici sur mon InDesign, sur le Mac, j'ai enfoncé 4 touches au démarrage pour le remettre à zéro, pour le récupérer en réglage d'usine. Donc les 4 touches, si vous voulez faire ça sur un Mac, remettre à zéro InDesign, et avoir donc ce message qui demande si on veut supprimer le fichier des préférences, donc oublier toutes les modifications faites par les utilisateurs précédents. Les 4 touches, c'est CTRL, ALT, commande majuscule. CTRL, ALT, commande majuscule, et voilà. Donc j'ai ce message qui apparaît, je réponds oui, je vais supprimer le fichier des préférences, et donc je vais récupérer le InDesign tel que je l'ai découvert la première fois que je l'ai installé. Voilà, comme sur toutes les applications Adobe, ça arrive dans une fenêtre flottante comme ça, et ça n'est pas utile si on travaille sur un seul écran. Donc ici, dans le menu fenêtre, je vais aller décocher cadre de l'application. C'est quelque chose qui est typique sur Mac. Sur PC, on n'a pas ça. C'est cette possibilité d'avoir InDesign dans une fenêtre et de le faire passer d'un écran à l'autre. Sur PC, c'est d'office dans une fenêtre. Ceux qui connaissent les PC, vous savez que les applications sont dans une fenêtre qui peut être flottante. Alors, la palette des outils, je vais la faire passer en 2 colonnes. Donc, c'est un peu bizarre quand on joue sur les doubles flèches ici, parce qu'à un certain moment, la palette des outils passe en horizontal. Donc faites-la passer en 2 colonnes. Elle passe en horizontal juste parce qu'il y a un autre logiciel concurrent de InDesign qui a une palette des outils horizontale. Alors, pour que ceux qui veulent passer de cette autre application vers Adobe InDesign, voilà, ils sont pas dépaysés, ils ont leur palette des outils horizontale, c'est juste pour ça. Ici, dans les préférences d'interface, je vais juste aller mettre plus clair pour que la projection soit plus claire. Voilà. Bien. Alors je suppose que vous avez un accès à Internet parce qu'on va aller chercher des images et on va parler de la notion de résolution, notamment, qui est assez importante à comprendre et qui est peu comprise. Bien. Ben, on va commencer tout simplement par faire un nouveau document. Un nouveau document, simple page. Donc, un petit instant, certains parmi vous sont dans InDesign CS6, on est d'accord. Donc, vous n'avez pas cette grande boîte qui est la nouvelle boîte de création de documents. Donc, ce que je vais faire avant de créer le document, c'est aller dans les préférences générales de InDesign et je vais cocher ceci. Ceux qui sont dans CS6 n'ont pas ça, bien sûr, c'est dans les versions suivante de InDesign qu'on a ça. Je vais cocher utiliser la boîte de dialogue héritée nouveau document. Ça veut dire que quand je vais faire un nouveau document, ce sera la même boîte que dans la InDesign CS6. Ce sera l'ancienne boîte de création de nouveaux documents. Ok. Donc je fais fichier nouveau document. Ah oui, au passage, vous voyez qu'il y a possibilité de faire aussi un livre. Alors c'est quoi la différence entre un document et un livre? Dans le contexte ici de InDesign, un livre, c'est plusieurs documents InDesign qui fonctionnent ensemble avec des styles de paragraphes, de caractères communs. Donc, c'est quand on veut faire des longs documents, comme des livres, plutôt que de faire un document InDesign de 360 pages, par exemple, on va faire 10 documents InDesign de 36 pages, et ce sera beaucoup plus facile à gérer. Et il y a un des documents parmi les 10 qui va contenir les styles qui vont formater, qui vont donner le look à tout le livre. Donc voilà, livre, vous ne faites pas pour l'instant, c'est une chose relativement avancée dans InDesign. C'est pas très difficile, mais c'est pour les utilisateurs plus avancés. On va commencer par nouveau document, tout simplement. Alors vous voyez qu'on a la boîte de création de nouveaux documents à l'ancienne, on va dire. Alors vous avez ici page en vis-à-vis, c'est pour faire des pages de gauche et de droite, bien sûr. Un document double page, on va décocher ça parce que dans un premier temps, on va faire une simple page. Donc ça vous propose un document qui a une page. La première page est numérotée 1.
Voilà. Ça peut être utile si on veut faire un deuxième document qui ne démarre pas par la page 1, qui est la suite d'un autre document. Vous êtes en A4 vertical. Voilà, on va prendre les réglages tels qu'ils sont là. Et alors vous avez des marges ici, 12,7 mm de marge. Ce sont des lignes roses qui vont être sur la page pour vous indiquer de ne pas mettre du texte trop près du bord de la page. Parce qu'évidemment, il faut se préserver de problèmes techniques qui ont lieu au moment de l'impression. Parfois, les pages ne sont pas coupées exactement là où elles devraient. Et si on met du texte trop près du bord, il va être coupé. Et de toute façon, c'est foireux de mettre du texte trop près du bord de la page. Donc 12,7 mm. C'est un demi-pouce anglais pour ceux qui se poseraient la question de savoir pourquoi une mesure aussi précise et bizarre comme marge de page. Le pouce anglais, c'est 25,4 mm, et là, on a la moitié, un demi-pouce. Donc le pouce belge, il n'est pas 12 combien ? Alors, vous cliquez sur OK. Alors, vous enregistrez votre document dans un dossier qui va vous servir pour aujourd'hui. Donc, je vais l'appeler premier test-01. Premier test-01, voilà. Donc on l'enregistre au format InDesign. Alors si vous allez voir dans le dossier dans lequel vous venez d'enregistrer ça, vous allez voir votre document, logique. Et pendant qu'il est ouvert dans InDesign, vous avez ceci qui apparaît. Donc ça, c'est tout à fait normal d'avoir ce fichier qui apparaît dans le dossier pendant que vous êtes en train de travailler le document dans InDesign. C'est le fichier temporaire qui, quand on ferme le document dans InDesign, il va disparaître tout seul. Donc n'essayez pas de l'effacer ou de faire quoi que ce soit. On le laisse bien là, ce fichier bizarre qui apparaît quand le document est ouvert dans InDesign. Alors, on va créer un bloc qui est capable de contenir des images. Donc, on a deux blocs ici, deux outils qui permettent de faire des blocs pour les images. On va utiliser celui-là avec les diagonales. Voilà. Donc, c'est une convention en mise en page. Un bloc qui est fait pour contenir une image, il a ces diagonales comme ça. Ça indique que c'est un bloc prévu pour faire une image. L'autre bloc, voilà, vous pouvez aussi faire un bloc sur le document avec l'autre outil. Il n'a pas les diagonales, mais malgré tout, il pourra contenir une image. On va dire que c'est un bloc un peu indéfini. On ne sait pas encore s'il va contenir du texte ou une image, mais il peut contenir les deux. Et par contre, le premier là, c'est clairement pour faire une image, pour mettre une image dedans. Alors, si on clique à côté avec la flèche noire, on va remarquer que ce bloc-ci, il n'a pas de cadre noir. Le premier bloc, il n'a pas de cadre noir, alors que le second, il en a un. Donc ça veut dire qu'en fait, il est invisible actuellement dans le document. Si on... Donc dans C6, vous me dites que celui-ci n'a pas de cadre noir chez vous, d'accord. Bon, en tout cas, voilà, on va prévisualiser le document tel qu'il sera, parce que là, on voit les constructions, mais on voudrait le voir sans les constructions de temps en temps. Et dans votre palette des outils en deux colonnes, vous avez ici la deuxième icône, aperçu. Voilà, si vous cliquez sur aperçu, en ayant cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné, vous voyez le document tel qu'il sera imprimé. Donc essayez ça, passez de normal à aperçu, en n'ayant rien qui est sélectionné, vous avez une prévisualisation du document comme il sortira chez l'imprimeur ou de l'imprimante. On est d'accord ? Voilà, chez vous ça fait une page blanche parce que votre deuxième cadre, vous me l'avez dit, il n'a pas de bord noir.
Bon, bah écoutez, revenez en affichage normal et on va sélectionner les deux blocs. Faites un commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC. Et là, vous allez retrouver un peu les réflexes de Illustrator. Vous allez avoir ici la case de fond du bloc et la case de contour. La case de contour, chez moi, elle a des points d'interrogation. Et vous savez pourquoi? C'est comme dans Illustrator. C'est parce qu'on a deux contours différents sur ces deux objets sélectionnés. Quand on n'a pas les mêmes attributs sur les objets, ça met un point d'interrogation. C'est la même chose dans Illustrator. Alors ce qu'on va faire, donc on a le contour ici en avant-plan, on va aller choisir une couleur dans le nuancier, comme dans Illustrator, menu fenêtre, alors ça va être menu fenêtre couleur nuancier, oui, menu fenêtre couleur nuancier. Pourquoi faire la même chose que dans Illustrator? Je veux dire, les logiciels malheureusement ne se ressemblent pas toujours, c'est des réflexes différents, donc c'est pas menu fenêtre nuancier, c'est menu fenêtre couleur nuancier. Vous voyez le nuancier, peut-être qu'il est tout petit comme ça chez vous, il va falloir cliquer sur lui. Voilà. Peut-être qu'il est tout petit quand vous l'avez détaché. Encore, il va falloir cliquer dessus. Enfin, vous connaissez un peu le principe. Hein. Vous arrivez à voir le nuancier. Bien. Alors, comme couleur de contour, on va mettre du noir. Noir, voilà. Donc, vous avez normalement du noir sur vos deux couleurs sur vos deux contours, sur vos deux blocs. Oui, vous avez la construction vectorielle bleue qui est par-dessus, c'est normal, mais on va faire un test affiché en aperçu et cliquez à côté. Est-ce que vous voyez bien vos deux cadres noirs? Bien, parfait. Alors pourquoi est-ce que le noir est ici entre brackets, entre parenthèses spéciales? Pour indiquer qu'on ne peut pas le modifier. Contrairement aux autres couleurs ici en bas, celui-là, il ne peut pas être modifié. C'est du noir et ça restera du noir comme ça. Bien, on va enregistrer le document et puis on va aller chercher des images pour faire des petits tests. Donc, vous enregistrez le document. J'ai changé le nom. Je vais régulièrement changer le nom. Vous allez dans un navigateur web et vous allez sur le moteur de recherche bing.com. Par rapport à Google, il vous permettra de télécharger plus facilement des images en haute définition. Alors, moi ici, je vais faire une recherche sur des loups, mais vous pouvez faire une recherche sur autre chose si vous voulez. Ici, je vais taper entre guillemets public domaine orthographié comme ça. Ainsi, j'ai plus de chances que le moteur de recherche me montre des images du domaine public, des images que j'ai le droit d'utiliser, même pour faire des travaux qui me rapportent de l'argent. Des images comment? Vous passez sur la partie images de Bing, voilà, et on va activer les filtres. Les filtres. Et alors vous avez ici la possibilité donc de filtrer par nombre de pixels. Actuellement vous avez des images quand vous survolez, là vous voyez il y a un peu de tout au niveau des tailles. Il est possible qu'il y en ait des très petites. Voilà, en voilà une assez petite, 958 sur 640. Voilà, 999 sur 772, etc. Voilà, il y en a qui sont vraiment minuscules. Donc évidemment, la taille de l'image, ça compte. Par contre, ce qui ne compte pas, et je vais vous le démontrer après, c'est la résolution. Parce que certaines personnes vont vous dire, attention, si vous allez chercher une image sur le web, il faut prendre des images à 300 pixels par pouce, il ne faut pas des images en 72 pixels par pouce, ça n'ira pas. Des images en 300, et c'est faux en fait.
Bon, alors ce que je vais vous demander, c'est de faire un filtrage pour ne faire apparaître que des images qui ont quand même pas mal de pixels. Parce que quand on imprime, quand on fait des documents pour l'impression, il faut quand même des documents qui ont assez bien de pixels. Donc choisissez ici type d'image grande. Alors je vais vous demander de télécharger deux images. Donc vous allez faire sur le PC un contrôle-clic, sur l'image, sur le Mac un commande-clic. Et vous allez pouvoir télécharger donc deux images et on va faire des petits tests dans InDesign. Bon, ici le commande-clic, oui, on est dans Bing, ça n'a pas fonctionné. C'est la même chose que le cliquer, c'est pas grave. Vous êtes donc avec l'image qui apparaît en grand. Vous avez ici les trois petits points avec plus. Vous demandez afficher l'image. Elle s'affiche en grand. Vous faites un clic droit, enregistrer l'image sous. Et vous l'enregistrez dans le dossier à côté du document InDesign. Donc, il va falloir revenir en arrière pour retrouver les résultats. Non, il va falloir fermer ici, en fait. Fermer ici avec la petite croix. Voilà, on retrouve les résultats. Deuxième image que vous allez télécharger. Alors, cette image-ci est assez petite au niveau de son nombre de pixels. Mais c'est pas grave, ça fera une petite démonstration. Voilà. Alors une fois que vous avez vos deux images, vous revenez dans InDesign. On va les importer. Donc actuellement, dans le document InDesign, vous n'avez pas de blocs qui sont sélectionnés. Si c'est le cas, vous cliquez à côté avec la flèche noire, aucun n'est sélectionné. Vous allez faire Fichier, Importer. Et vous allez, dans le dossier d'aujourd'hui, activer les deux images. Clic, majuscule, clic. Vous cliquez sur Ouvrir et vous voyez que le curseur contient les deux images. Alors parfois, on peut importer plus que deux images, bien sûr, 5, 6, 10 ensemble. Et ça peut être pratique de décider laquelle on dépose en premier sur le document. Et pour ça, vous avez les flèches sur le clavier pour passer d'une image à l'autre. Alors, vous allez déposer la première image dans le premier bloc et la deuxième image dans le deuxième bloc, en cliquant tout simplement sur les blocs. Alors, il est possible en effet que vous ne voyez pas la totalité de l'image, tout à fait. Alors, on va sélectionner les deux blocs, on va faire un commande A, CTRL A, ou englober avec la flèche noire. Donc, les deux blocs sont sélectionnés. Et on va demander que les images se redimensionnent dans le bloc. Alors, pour ça, vous allez dans Objet, Ajustement. Alors, je sais qu'il y a aussi des icônes qui existent sur le dessus de l'écran pour faire ça, mais j'aime bien aller dans les menus comme ça. On voit les mots, on comprend bien quand on est débutant, c'est bien. Et je n'arrive pas à mettre mes images dans les... Donc, Objet, Ajustement. Et alors, vous allez choisir Ajustement au contenu. Monsieur, j'ai pas ajustement. Ouais, moi j'ai juste ajusté le contenu. Ok. Ajuster le contenu au bloc. Vous avez ça. Super. Donc, dans ce cas-là, l'image est écrasée dans un sens ou l'autre pour qu'elle remplisse totalement le bloc. Voilà. Alors, on peut aller voir, quand vous avez le réticule central, là, vous avez un réticule central ici, vous cliquez, et là, au-dessus, on va peut-être voir, mais je vais devoir la faire apparaître.
Voilà, donc avec la flèche noire, vous cliquez sur le réticule central d'une des images, vous voyez? Alors, est-ce que vous avez la même chose que moi là au-dessus ou vous avez plus? J'attendais que quelqu'un se décide. Donc vous allez dans le menu fenêtre et vous allez demander de faire apparaître la palette contrôle. Voilà, on avait à peu près la même chose dans Illustrator si vous vous souvenez. Donc la palette contrôle en fonction de ce qu'on est en train de faire, de ce qui est sélectionné, de l'outil qui est activé dans la palette des outils aussi, elle va vous montrer différentes choses. Et là, vous voyez que... Attends, la palette contrôle est... J'ai pas comme vous. Voilà, parce que les proportions du bloc ne correspondent pas aux proportions de l'image nécessairement. Il faudrait vraiment que ce soit un hasard. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Les pourcentages de réduction ou d'agrandissement de l'image. Et vous voyez que c'est deux valeurs différentes. Donc c'est pour ça qu'il y a un écrasement. Même chose pour l'autre. Si on clique sur le réticule central, là, on va voir que c'est plus écrasé. Ce sont des pourcentages en fait. 13% et 24% dans mon cas, voilà, ça explique pourquoi l'image, ça ne va pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on va demander que l'image remplisse les blocs, mais en gardant les proportions d'image. Voilà, vous faites un CTRL A, commande A pour tout sélectionner, et on va retourner dans Objet Ajustement, et vous allez demander ici, ajuster le contenu proportionnellement. Vous avez ça ? Ok, ajuster le contenu proportionnellement. Donc vous voyez ce qui se passe, l'image cette fois-ci n'est plus écrasée, elle remplit le bloc. C'est bon, il se passe rien. Donc ici, en ayant toujours les blocs sélectionnés, vous allez dans Objet Ajustement et vous demandez remplir le bloc proportionnellement. Donc là, les images ne sont toujours pas déformées, c'est très bien, mais elles n'apparaissent pas en entier. Si vous cliquez sur le réticule central, vous allez voir que ça déborde par la gauche et la droite, ou le haut et le bas, ça dépend. Sauf chez moi. Non, chez moi, sont bien mis. Bon, alors je vois que chez certains parmi vous, ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les images des blocs. Vous cliquez avec la flèche noire sur le réticule central, touche suppression. Vous cliquez à nouveau, touche suppression. Et vous ramenez les images. Fichier, importer. Ouais, j'ai pas compris, monsieur. Là, vous m'avez parlé, vous êtes parlé. Vous activez les deux images. Vous les importez à nouveau. Voilà, vous avez réimporté les images, sélectionné les deux blocs, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. C'est donc comme ça qu'on fait en général dans InDesign. Quand on met des images dans des blocs, on demande que ça remplisse la totalité du bloc, mais sans se déformer. Alors si vous regardez avec la flèche noire, là vous cliquez sur donc, le réticule central, le rond central, vous voyez chaque fois que ça déborde d'un côté ou l'autre. Vous allez pouvoir ajuster. Regardez dans mon cas par exemple le loup ici. Voilà, il est centré dans le bloc. Vous voyez qu'on a ça déborde de la même manière à gauche et à droite. Et c'est foireux d'avoir le museau comme ça qui est sur le bord. Donc je vais devoir ajuster. Et pour ajuster, je prends avec la flèche noire, je bouge. Et pendant que je bouge, j'enfonce la touche majuscule. La touche majuscule pour que ça bouge en horizontal dans ce cas-ci. Je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule. Je recommence ici. Je clique. Avec la touche majuscule, je bouge. Voilà. Donc ça, InDesign ne sait pas le faire. Repositionner correctement une image en fonction de ce qu'on voit dans l'image, mais vous savez le faire. Ce qu'il sait juste faire, c'est remplir le bloc avec l'image et ça déborde. Et à vous de repositionner après. Alors on va enregistrer. Alors, vous allez ajouter une nouvelle page à ce document. Donc, ça se fait par la palette des pages, qui est vraiment une des palettes, si pas la plus importante dans InDesign. Palette page. 12. Voilà. En fait, il y a 12, mais je sais pas ce qui s'est passé. Donc, les vignettes peuvent être agrandies si on veut. Menu de la palette page. Monsieur, Dernière ligne, option de panneau. il m'a dit que c'était F12, j'ai appuyé sur F12, mon PC s'est éteint. Voilà, vous pouvez choisir éventuellement très grande comme vignette.
très grande comme vignette de page et de gabarit. Ok. C'est un code. Donc, menu de la palette de pages, option de panneau. J'ai modifié la taille des vignettes. Je suis passé en très grande pour les pages et en très grande pour les gabarits. Les gabarits, c'est des modèles de pages, on en parlera plus tard. J'ai pas ça, moi. Ok. Alors, vous avez... Attendez, monsieur, moi je dis pas dans option. Voilà, on a un gabarit de départ ici qui a une vignette grande maintenant. On a une page ici qui a une vignette grande. La palette de pages est séparée en deux. Si vous mettez le pointeur sur la ligne horizontale, vous faites un cliquer glisser, vous allez pouvoir agrandir. Voilà. Ah oui, il y avait même aussi le A gabarit. D'accord. Ça, c'est pour enlever les gabarits, c'est le 100. Et ça, c'est un gabarit de base utilisé actuellement par la page. Mais on ne s'en occupe pas pour l'instant. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a une page ici. Et on va... vous occupez pas de la petite flèche ici, ça indique juste un démarrage de section. Et c'est par là qu'on peut aussi modifier quel est le numéro de la première page. On ne s'en occupe pas pour l'instant, c'est pour les utilisateurs avancés. On va ajouter une deuxième page. Vous cliquez sur le bloc de feuilles en bas. Vous avez une deuxième page qui apparaît. Voilà. Voilà. Alors, quand on est en affichage normal, on voit les marges. On en avait parlé tout à l'heure. Les marges d'un demi-pouce, 12,7 mm. Donc, techniquement, elles ne servent que de repères visuels pour vous aider à ne pas mettre au-delà de la marge trop près du bord de la page. Voilà. Et il y a ça sur toutes les pages, parce que ça fait partie du gabarit. C'est dans le gabarit. Alors, je vais vous demander d'aller chercher éventuellement une nouvelle image. Voilà. Parce que ça nous servira pour la suite aussi d'avoir des images. Voilà. Alors, essayez de prendre des images qui ont un fond. C'est-à-dire quand même des images où les objets ne sont pas sur fond blanc. Oh, yes. I'm not ready to go from the Canada. Voilà. Alors, ne faites rien une fois que vous avez téléchargé l'image sur le disque dur parce qu'on va voir une nouvelle méthode pour ramener des images dans un document. Donc vous avez votre nouvelle page, vous faites fichier importer et remarquez que ici la différence c'est qu'on n'a pas fait de bloc avant. Donc fichier importer, vous allez chercher l'image, ouvrir et alors elle est dans le curseur. Alors attention, si vous faites juste un clic, elle arrive à n'importe quelle dimension qui est pré-réglée. Ça a été pré-réglé par exemple dans Photoshop par la personne qui a fait l'image. Donc j'annule la commande Z, CTRL Z. Il faut faire un cliquer glisser. On enfonce, on bouge et vous déterminez la dimension du bloc comme ça. Voilà. Et donc forcément elle n'est pas à 100%. Si on clique sur le réticule central et qu'on va voir ici, tiens, 24% dans mon cas. Si on fait juste que sélectionner le bloc avec la flèche noire, ça indique 100%. Mais avec la flèche noire, en cliquant sur le rond, on voit le redimensionnement d'image, 24%. Ça n'a pas beaucoup d'importance en fait. Ce n'est pas la valeur la plus importante. Il y a une valeur beaucoup plus importante qui nous intéresse, c'est la résolution effective. On va en parler. Alors, les images dans InDesign peuvent éventuellement apparaître pixelisées. C'est parce que pour soulager l'ordinateur, pour qu'il y ait moins de calculs à faire, les mises en page, on les fait avec des images en moins bonne qualité. Allez un peu dans le menu affichage, performance d'affichage et voyons un peu passer, vérifier affichage, performance d'affichage. Est-ce que vous êtes en affichage de qualité supérieure? Non. Eh bien allez-y. Affichage de qualité supérieure, ça va peut-être changer quelque chose à la qualité. Voilà. Mais c'est plus lourd, ça demande un ordinateur qui est quand même plus puissant. Bien, alors on continue ici. Vous avez importé l'image, on va la dupliquer. Vous allez, avec la flèche noire, sélectionner le bloc
Alors attention, je vous l'explique maintenant, c'est super important pour la suite. Et je pense que vous aviez déjà compris, avec la flèche noire, on peut sélectionner le bloc, ça apparaît ici en bleu, c'est le conteneur, c'est la boîte, ou on peut sélectionner, quand on clique au milieu, le contenu, c'est l'image. Et à ce moment-là, ça apparaît en brun, vous voyez. Donc, ce que je vous demande de faire ici, c'est vraiment de sélectionner le conteneur, donc le bloc. Donc, avec la flèche noire, je clique à côté, puis je clique une fois simplement sur le bloc ici. C'est en bleu. Et je vais dupliquer le bloc. Et le contenu va suivre. Donc, touche Alt avec la flèche noire, je déplace vers le bas ici. Voilà. Alors, on va aller faire un petit tour dans la palette des liens de InDesign, menu Fenêtre, Liens, qui est une palette super importante aussi. Parce qu'il faut savoir que dans InDesign, on ne charge pas réellement les images dans le document. Elles doivent être disponibles sur le disque dur. Ce sont des images liées. Voilà. Menu Fenêtre, Lien. Et il faut absolument que les images restent accessibles à côté du document, comme on l'a fait ici, à côté du document. Il faut qu'elles soient là parce que quand on va générer le PDF au départ du document InDesign, si elles ne sont pas là, vos images elles seront pixelisées. Il va aller rechercher ces images haute définition, le document. Voilà, c'est un système pour faire des magazines avec des dizaines et des centaines d'images, et malgré tout, on fait ça sur des ordinateurs normaux. On n'a pas besoin d'un super ordinateur, parce que les images ne sont pas vraiment chargées dans le document. Et ça, c'est ce qu'on voit ici, la palette liens. Vous voyez les deux images de la première page et celle de la deuxième page qui est en deux versions sur la deuxième page. C'est pour ça que vous avez peut-être un petit dossier aussi ou pas dans la palette liens, dans ces 6. Ouais, j'ai une petite flèche. Un petit dossier où vous voyez qu'il y a les deux images là, voilà. Ok, quand vous avez vu ça, vous pouvez fermer la palette liens, on y reviendra plus tard. Alors, avec la flèche noire, vous allez travailler sur le bloc du dessus. Et on va voir qu'on peut recadrer avec la flèche noire. Si vous prenez les poignées, vous recadrez, et ça peut être intéressant. Le recadrage fait partie de la création dans la mise en page. Recadrer. Alors, recadrer, je précise tout de suite, mais je pense que vous aviez compris, ça ne veut pas dire mettre les bords tout près du sujet comme ça, parce qu'on m'a déjà fait le coup. Le recadrage, pour certaines personnes, un bon recadrage, c'est ça. C'est les bords qui vont coller au sujet. Mais non, évidemment. Un bon recadrage, c'est pas ça. Un bon recadrage, c'est laisser tomber un peu des parties qui ne sont pas intéressantes. Éventuellement. Un bon recadrage, ça peut être même de couper et de ne voir qu'une partie. Ça peut être un bon recadrage aussi, c'est pas un problème. Enfin, vous recadrez comme vous voulez. Je vous laisse décider. C'est donc avec la flèche noire. Alors, sur l'image d'en dessous, on va faire un processus un peu similaire, sauf que ça va être l'inverse. Avec la flèche noire, vous allez cliquer sur le réticule central. Donc, le bord du bloc est devenu brun. Vous êtes en train de travailler sur le contenu du bloc. Et vous allez pouvoir le redimensionner avec la flèche noire. Vous prenez une poignée du coin, vous bougez, vous enfoncez la touche majuscule pendant que vous faites ça. Et vous pouvez aussi enfoncer la touche Alt. Alt et majuscule. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai zoomé en arrière avant de faire ça. Vous voyez, je zoome en arrière parce que je vais en fait assez bien agrandir l'image de manière à ce que la tête du loup fasse à peu près la taille du bloc. Donc je répète, flèche noire, je prends ici au coin, Alt et majuscule, voilà. Alors si
si avant, et ça c'est subtil dans le design, si avant de bouger la poignée, vous attendez un peu, vous allez voir en temps réel l'image surdimensionnée. Regardez la différence. Là, je suis en train de faire Alt majuscule, je redimensionne. Je ne vois pas l'image pendant que je fais ça. Si je fais la même chose, mais j'attends un tout petit peu avant de bouger, je vois l'image pendant que je fais ça. Vous voyez la différence? Il faut laisser le temps à InDesign de faire une petite prévisualisation. Donc je clique, je garde enfoncé et je bouge un peu après. Et voilà. Et alors, avec la flèche noire, sans enfoncer aucune touche, je repositionne. Voilà la partie qui m'intéresse. Donc si vous avez compris ça, c'est génial, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris ça, ceux qui se lancent dans InDesign sans avoir étudié. Alt majuscule, je peux redimensionner un peu. Sans aucune touche, je repositionne. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, cette possibilité de recadrer de deux manières différentes, en bougeant le bloc ou en agrandissant l'image dans le bloc. Vous pouvez enregistrer le document. Alors, on a vu comment recadrer avec la flèche noire. C'était sur celui du dessus. On a vu comment agrandir l'image en dessous, à l'intérieur de son bloc. Vous voyez, ça, c'est les limites de l'image, hein, le grand cadre brun qu'on voit là. Hein, c'est dingue. Alors, comment maintenant modifier la dimension des deux en même temps? Eh bien voilà, vous prenez la flèche noire, vous cliquez à côté pour tout désactiver, vous cliquez une fois sur le bloc, il est sélectionné, et vous prenez l'outil de transformation manuelle. Ça va vous permettre de redimensionner le bloc et son contenu ensemble. On clique avec la flèche noire à côté, on sélectionne le bloc, transformation manuelle, on prend une poignée du coin, touche majuscule pendant qu'on fait ça pour que les proportions soient gardées. On lâche le bouton à la souris, puis la touche majuscule. Voilà. En dessous aussi, on peut sélectionner avec la flèche noire, activer transformation manuelle, redimensionner. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça peut se faire des mises en page avec la même image, deux fois sur la même page. Vous pourriez par exemple avoir l'image, dans mon cas, du loup en entier, visible relativement petit, et puis ailleurs sur la page, un détail. Quand on manque d'images, quand on n'a pas beaucoup d'images pour faire une mise en page, ça peut être une solution de montrer une vue d'ensemble et de montrer des détails, un ou des détails. Voilà. Ici, je vais même recadrer. Donc, ce n'est plus du redimensionnement avec l'outil de redimensionnement en transformation manuelle. Je vais recadrer avec la flèche noire. Voilà, pour vous montrer qu'on pourrait vraiment ne montrer que la tête du loup à un endroit sur la mise en page, et ça pourrait être très bien. Un peu de texte là-dessus, et ça peut faire une mise en page qui a l'air un peu pro. Alors, par rapport à un logiciel comme Word, l'avantage de InDesign, c'est qu'on peut placer les éléments très facilement où on veut. On est libre. Alors, vous avez Photoshop installé sur l'ordinateur, vous allez pouvoir lancer Photoshop. J'espère que InDesign peut fonctionner en même temps que Photoshop sur votre ordinateur. Donc, vous avez lancé Photoshop, vous allez ouvrir vos images, fichier ouvrir. Vous allez les chercher, les trois images. Alors,
Si elles ne se suivent pas dans la liste, vous m'avez fait remarquer tout à l'heure, en effet, que si on fait clic, majuscule clic, ça sélectionne peut-être des choses entre. Il faut faire dans ce cas-là, clic, contrôle clic. Ou commande sur le Mac, hein. Commande sur le Mac, voilà. Contrôle sur le PC, commande sur le Mac, pour arriver à sélectionner des choses dans une liste qui sont séparées par d'autres qu'on ne veut pas sélectionner. En tout cas, voilà, les 3 images sont sélectionnées. On les ouvre. Alors voilà, dans Photoshop, vous voyez vos images. Et première chose qu'on remarque, ce sont des images de type RVB, très probablement. Donc, il faut savoir qu'à notre époque, ce n'est plus un problème de faire de la mise en page avec des images RVB. Parce qu'au moment où vous allez générer le PDF, InDesign va générer un PDF qu'on donne à l'imprimeur. C'est là qu'on va faire la conversion vers CMJN. Donc ce n'est pas un problème déjà de travailler avec des images RVB. Au contraire, Adobe préconise de travailler avec des images RVB plutôt que CMJN dans InDesign, même quand c'est un document pour l'impression. Autre chose, la résolution. Allons un peu voir. Menu image, taille de l'image. Vous avez ici la résolution. C'est la densité des pixels sur une distance de 2,54 cm, 1 pouce. Le nombre de pixels par pouce. 72 ici. L'autre image. Image, taille de l'image. 72 aussi, etc. Là, image, taille de l'image. Et en fait, certaines personnes vont vous dire que vous ne pouvez pas utiliser des images à 72 pixels par pouce pour faire de l'impression parce que c'est pas assez, que c'est pour l'écran. Eh bien, c'est faux. Ça, en fait, ça n'a absolument aucune importance, la résolution qu'on voit dans Photoshop. Ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est la définition de l'image. Dans le cas de cette image ici, 615 sur 409, c'est faible, c'est pas beaucoup. Dans le cas de l'image suivante, 1920 sur 1280, c'est pas mal. L'image suivante, 1920, 1976, c'est pas mal aussi. Est-ce que vous connaissez la notion de mégapixel? Vous savez ce que c'est un mégapixel? Quand vous avez des appareils photo numériques ou des smartphones, on vous parle du nombre de mégapixels que peut prendre la caméra, le capteur. Ce sont des millions de pixels. D'accord. Donc, c'est ce qu'on voit ici, en fait. Hein. Je vous remontre ici l'image, parce que c'est important, cette notion de mégapixels, parce que ça revient souvent. 1920 sur 1280, on est d'accord? Ça, c'est les dimensions en pixels de cette image. Je prends ma calculatrice. 1920 fois 1280 égale 2 457 600. C'est le nombre de pixels qu'il y a dans cette image. Et donc ça, c'est 2,5 mégapixels. C'est pas beaucoup, hein, c'est le genre de choses qu'on faisait avec des appareils photo très vieux. Il y a 10 ou 15 ans, on faisait des photos de 3 mégapixels à peu près. Maintenant, les iPhones, ils ont de meilleure qualité. Mais bien sûr, maintenant on fait des images de 40 mégapixels, voire plus, 50, ça devient un peu la norme. Mais donc, comme ça, vous voyez à peu près ce qu'est la définition de l'image, le nombre de pixels en largeur et hauteur, et que si on les multiplie, on obtient un nombre qu'on peut convertir, on peut exprimer ça en mégapixels. Donc c'est une image de 2,5 mégapixels ici. 2,5 millions de pixels. Alors on va revenir dans InDesign un peu. Alors on revient sur votre deuxième page. Là vous avez vos deux images. Identiques en fait, mais présentées différemment sur la page, on est d'accord. Voyons un peu ça. On sait que c'est une image 72 pixels par pouce. Donc, mais ce qui compte, c'est pas ça du tout. Ce qu'on voit comme résolution dans Photoshop, ça n'a absolument aucune importance. Alors voilà ce que vous allez faire. Vous allez sélectionner sur votre deuxième page une des deux images et vous allez dans le menu Fenêtre, Information.
Oui, fenêtre information, c'est pas mal. Ça se voit aussi dans le bas de la palette des liens, mais bon. Alors, cette image qui est sélectionnée là, chez moi, on voit qu'elle est pré-réglée dans le fichier d'image 72, mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ceci, les pixels effectifs, en fonction de la dimension que j'ai mise sur l'image. 15% ici dans mon cas, quand je clique sur le réticule central, je le vois. Quelle est la densité des pixels? Pour un imprimeur, on dit que 300, c'est ce qu'il faut. 300 pixels par pouce, c'est la résolution qu'il faut. Pour une impression jet d'encre, 150, c'est bon. Et donc là, je suis très bien, je suis au-delà. L'autre, la même image, mais agrandie beaucoup plus. Là, je suis à 124. Ça veut dire que pour une impression chez un imprimeur, elle sera un peu floue. Pour une impression jet d'encre, on est proche de 150, c'est pas mal. Je vous rappelle que pour l'imprimeur, il faudrait plutôt 300, parfois même 400. C'est l'imprimeur qui va vous dire ce qu'il lui faut. Vous pouvez aller voir l'autre image et voir si vos images, là, seraient imprimables correctement. On sélectionne 420 dans mon cas ici de pixels effectifs. C'est largement au-dessus de ce qu'il faut, c'est bien. Ici, 95 ici, c'est beaucoup trop faible. C'est la petite image minuscule qui faisait 600 pixels sur 400, je pense. Donc voilà. Pour une impression correcte chez un imprimeur, cette image-ci, je devrais la redimensionner de manière à ce que les pixels se densifient. C'est ce que je vais faire maintenant. Avec l'outil de transformation manuelle, Alt et majuscule, je réduis. Je sélectionne. Ah, je suis remonté à 269. Vous comprenez le principe de la densité de pixels, la résolution. Donc ça, c'est super important à comprendre dans InDesign. Déjà, vous comprenez que sur le web, vous avez la possibilité d'aller chercher plein d'images. RVB, 72 pixels par pouce, c'est pas un problème, ça va juste dépendre de à quelle dimension vous les mettez dans le document. Vous pouvez enregistrer le document. Alors, dans InDesign, il vaut mieux utiliser des images PSD, donc des images Photoshop. Et pour l'instant, vous avez importé des images JPEG. Je pense que tout le monde a 3 images JPEG, parce que ça vient du web. Ça pourrait être aussi du PNG ou du GIF, mais du GIF, comme on dit en fait. Mais bon, voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va enregistrer les images au format PSD au départ de Photoshop. Et vous allez voir quel est l'intérêt. C'est vraiment très intéressant de travailler en PSD. Donc vous faites fichier enregistré sous quand vous êtes dans Photoshop sur une des images et vous demandez format Photoshop. Donc extension PSD. Image suivante, vous enregistrez au format Photoshop. Alors si on avait déjà importé des dizaines et des dizaines d'images JPEG dans le document, on ne ferait pas ça manuellement. Je vous le dis ici, mais on ne va pas le faire, mais je vous le dis que si on devait convertir plein d'images JPEG au format Photoshop, on irait dans le menu Fichier, alors Script, processeur d'images. Parce que ça, c'est un système dans Photoshop, Fichier, Script, processeur d'images. C'est un système pour transformer justement n'importe quel format d'image au format Photoshop. Mais bon, ici on n'en a que 3, c'est facile. Et retenez que normalement, avant d'utiliser les images dans InDesign, il faut les enregistrer au format PSD dans Photoshop, avant même de les importer. Bon, ici, on les a déjà importés dans InDesign, je retourne dans InDesign, mais on va faire la mise à jour. Donc vous allez dans la palette Liens de InDesign. Vous voyez le nom de vos images avec l'extension, je suppose. Je clique sur la première ici. Menu de la palette Liens. Menu de la palette Liens. Rééditer les liens de toutes les occurrences de
ou rééditer le lien de, ça c'est parce que j'en ai deux en fait, d'images comme ça, voilà. Et alors je vais chercher, donc je suis bien en train de travailler sur l'image de Wolf 02 chez moi, je vais chercher la version PSD de The Wolf 02. Ouvrir. Je recommence avec le suivant, comme ça ceux qui ont loupé peuvent voir. whitewolf.jpg, je le sélectionne, je vais ici, rééditer le lien. Je cherche whitewolf.psd. Ouvrir. Le dernier, Wolf 1384, rééditer le lien. Wolf 1384 PSD. Voilà. Et vous avez des images PSD maintenant dans votre document. Les images JPEG qui sont dans le dossier ne servent plus. On pourrait même les jeter. Elles pourraient être jetées, toutes les versions JPEG, elles ne sont plus utilisées. On va les laisser là quand même, mais voilà, techniquement, ce sont les images PSD utilisées par le document. Vous enregistrez votre document. Alors, encore une fois, on ne va pas le faire ici, parce que j'essaie de garder le cours simple, mais il faut savoir que si vous aviez déjà importé des dizaines d'images JPEG dans le document, vous avez réussi, avec Photoshop, avec le script processeur d'images, à les convertir, à faire une version PSD automatiquement de ces dizaines d'images. Dans InDesign, vous pourriez aller dans la palette liens et demander, dans la palette liens, activer toutes les images JPEG et demander rééditer l'extension de fichier. Et en un instant, InDesign vous remplacerait tous les JPEG du document InDesign par des PSD. Mais ça, on ne va pas le faire ici, parce qu'on garde les choses simples et on n'avait que 3 images. Donc manuellement, ça va vite aussi de le faire. Je vous dis juste que, en général, en infographie, quand on fait une chose répétitive et ennuyeuse, il y a souvent des systèmes qui existent là, qui sont mis en place et qui vous permettent de le faire autrement, sans devoir faire un truc abrutissant pendant des dizaines de minutes. Alors quel est l'intérêt du format PSD? Et là je reviens dans Photoshop. L'intérêt c'est bien sûr de pouvoir faire des calques de réglage. On va dans la palette des calques de Photoshop. On va créer un calque de réglage de type courbe par exemple, c'est le truc habituel quand on veut corriger les images. Donc dans le bas de la palette des calques, on clique sur l'icône ici des réglages et on va chercher courbe. Et ça vous a fait un calque de réglage. Et donc le principe c'est que le calque qui contient les pixels d'origine là, il ne va pas être modifié réellement. Les pixels, là, ne vont pas réellement être modifiés. Par contre, l'aspect des pixels, leur look, va être modifié grâce à l'ajout de ce calque de réglage au-dessus. Bon, c'est quelque chose qui est assez vieux dans Photoshop. Ça date quand même de la version 4 en 1994. Alors voilà. Je ne sais pas si vous connaissez le réglage des courbes, comment ça fonctionne. Vous êtes censé mettre 1 point, 2 points, et les bouger. Si vous faites une courbe en forme de S, un peu comme ça, ça vous contraste. Si vous faites une courbe en forme de S inversée, vous enlevez le contraste. Voilà. Il va faire tout noir. Et ça peut être bien. Mais non, il ne va pas faire tout noir. Au contraire, ça peut augmenter la lisibilité de l'image. Voilà. Alors, en plus de ces 2 points, dont vous avez compris le fonctionnement maintenant, vous allez pouvoir mettre un point supplémentaire ici et un autre là. Et en les bougeant, vous modifiez l'intensité des parties les plus claires et des parties les plus foncées. Regardez, c'est évident chez moi ici. Si je regarde la partie foncée de la gueule du loup, si j'augmente un peu, on voit l'intérieur de la gueule, on voit le détail. Si je diminue, c'est totalement noir. Même chose pour les parties les plus claires, les poils ici par exemple. On modifie. Si on monte trop haut, ça devient blanc, ça enlève du détail. Si on descend, ça fait réapparaître du détail. Donc voilà le secret
l'utilisation de ce réglage de courbe. 4 points à modifier. Vous faites fichier enregistré, il ne faut surtout pas modifier le nom du fichier parce que InDesign regarde ce qui arrive à ce fichier sur le disque dur. Voilà. OK. Alors, ça c'était le réglage des courbes utilisé pour améliorer l'aspect d'une photo. Maintenant, vous pouvez utiliser le réglage des courbes pour être créatif. Et au niveau des couleurs, changer l'ambiance. Donc ici, je suis sur une autre photo, je vais ajouter un réglage de courbe. En plus d'aller mettre 2 points et les modifier leur positionnement, en plus de mettre les points supplémentaires qui modifient l'intensité des tons les plus sombres, je peux descendre sur chacune des couches ici, rouge vers bleu, et aller modifier la quantité de rouge, de vert et de bleu pour changer l'ambiance. Voilà, je vous laisse tester ça. Donc, on pourrait même donner l'impression que la photo est prise plutôt le soir, tard, voire même la nuit, si on modifie la courbe noire sur RVB pour assombrir, en mettant les points plus bas. Voilà. On peut changer l'ambiance et faire une impression de nuit. Donc si j'enlève l'œil en face du calque de réglage, ça va tout de suite se voir avant, après. Voilà, là aussi vous enregistrez quand vous avez fait votre réglage un peu plus créatif. Enfin, vous connaissez, hein, avec les filtres Instagram, maintenant, vous savez que quand on modifie l'ambiance d'une photo, même si elle a l'air d'être, avec moins de détails, ça peut, au niveau de l'ambiance, être très intéressant. C'est la même logique ici. Alors, de retour dans InDesign, vous voyez qu'il y a des points d'exclamation au-dessus de certaines images qui ont été modifiées. Donc InDesign a repéré que ces images ont été modifiées. Dans la palette lien, Et maintenant, la qualité, vous avez... voilà, alors ce qu'on peut faire, c'est activer les liens dans la palette des liens et demander la mise à jour, mettre à jour le lien. Voilà. D'accord ? Ça, c'est une chose qui peut être faite. Activer les liens, clic majuscule clic et cliquer sur l'icône de mise à jour. Et là, on voit les images telles qu'on les a modifiées dans Photoshop. Bon. Donc c'est vraiment intéressant de travailler avec des images Photoshop parce que c'est du non destructif. Je vous montre ici sur cette troisième image, je mets un calque de réglage. Je vais faire un réglage assez extrême qui va me faire perdre plein de choses. Voilà. Si vous voyez, dans le pelage ici, c'est devenu complètement blanc. Donc c'est une image qui peut être sympa, pourquoi pas, en faisant un réglage extrême de ce genre-là. J'enregistre, fichier enregistré. Je vais voir dans InDesign. Alors vous avez aussi le petit point d'exclamation peut-être qui apparaît. Vous l'avez vu sur les images? Ou pas? Pas certain que dans CS6 vous le voyez. On peut aussi cliquer là-dessus pour mettre à jour l'image, plutôt que de le faire par la palette des liens. Voilà. Et alors, si dans Photoshop, je me dis,
Tiens, dommage qu'on a perdu le détail sur les parties les plus claires. Je vais aller modifier. Je peux essayer de m'approcher de ça, de ce que j'avais, mais tout en conservant du détail. Vous voyez ici, le point ne va pas jusqu'au dessus du réglage de courbe. On a encore du détail ici. Je fais fichier enregistré. Je vais dans InDesign. Je fais la mise à jour. Et voilà. Très intéressant de travailler avec des images Photoshop. Ça va changer tout le look de votre mise en page. Vous allez pouvoir donner vraiment un look intéressant. Une ambiance colorée sur toute la mise en page en traitant les images d'une certaine manière. Bon, quand vous avez vu ça, vous enregistrez le document InDesign.